Grande édition de ce 6 novembre 2013 à la une de l'actualité. Le Salon international du commerce et de l'industrie s'est ouvert ce mercredi. Expositions et échanges entre différents pays vont ponctuer ce grand rendez-vous économique. Et puis la traque contre la rébellion du 23 mars terminée. La prochaine cible des forces armées de la République démocratique du Congo sera les autres forces négatives, en commençant par les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Après ces affres de guerre, l'heure est à la reconstruction de la RDC. Les villes stigmatisées par les conflits armés, particuliers le Nord Kivu, font l'objet d'un atelier avec le programme Starek. C'est un élan de victoire en victoire dont ont fait montre les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces jours, dans la partie est du pays, ces vaillants héros ont été accueillis avec pompe ce mercredi à Goma. Le colonel Mamadou est revenu dans cette ville après avoir récupéré le territoire de Rutshuru et Nyiragongo. Patrick Sialoua nous décrit l'ambiance vécue à Goma lors de cet accueil. Mamadou, 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 Ici, nous sommes au centre-ville de Goma, où les taximens et motos chantent à la gloire du vaillant colonel Mamadou Moustapha Ndala, de retour du front avec un drapelet blanc, symbole de paix, après avoir libéré les territoires de Nyiragongo et de Rutshuru, en chassant hors du pays les rebelles du M23. Pendant qu'il était dans son véhicule, Mamadou Moustapha Ndala est contré par une foule compacte à faire les pieds, sous une forte pluie qui s'abattait sur la ville de Goma. Les femmes ont même étalé leur panier par terre, obligeant le brave Mamadou Moustapha Ndala à marcher dessus. Certains jeunes scandent les chansons à sa faveur jusqu'à son domicile. Libérateur Mamadou, libérateur du Congo, nous sommes sauvés maintenant. Par qui? Par Monsieur Mamadou, colonel Mamadou. Des retours du front, Mamadou Moustapha Ndala a ramené avec lui un capitaine des FARDC, fait prisonnier par le M23 pendant plus d'une année. Ici, le capitaine Njati explique son calvaire avec le M23. Quand j'étais capturé, on m'a amené à Tchanzu. Arrivé là-bas, nous avons creusé un trou dans lequel on nous a mis, moi et d'autres collègues. Là, on vivait difficilement. On nous donnait Bungouré, une demi-tasse par jour. 3 mois après, nous avons été tous atteints par la Kochorkor. Il y a eu 2 qui ont été tués, un capitaine et un soldat aussi. Je crois que mon apparence peut tout vous dire. J'ai fait 16 mois avec eux, qui est un traitement indigne. Nous avons été traités vraiment comme des animaux. Ce sont déjà très dangereux. Et aujourd'hui, le pays peut se réjouir que ces gens sont partis, parce que ce sont des gens qui étaient dangereux pour nous. Bravo donc aux forces armées de la République démocratique du Congo. Eh bien, les populations de Goma ne sont pas les seules à se réjouir de cette victoire des FARDC. Satisfaction également du côté de la MONUSCO qui a jugé salutaire la décision du M23 de mettre un terme à la rébellion. Martin Kobler a profité de l'occasion pour mettre en garde les autres forces négatives restantes qui continuent à entretenir l'instabilité dans certaines zones. Il a dit lors du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Premier point de presse hebdomadaire de la mission onusienne en RDC après la débâcle du M23 face à la puissance du feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le deviner, le sujet ne pouvait qu'être au centre de cette rencontre mercredi entre la MONUSCO et les Chevaliers de la Plume. Les nouvelles venant de cette partie du pays font état de l'abandon de la lutte armée du M23 contre le gouvernement congolais. Hier, j'étais très satisfait par la déclaration de la fin de la rébellion du M23, mais aussi par l'annonce du gouvernement qui a accepté cette déclaration. Et je crois que ça marque maintenant une étape historique. Ça marque la fin de cette guerre atroce qui a duré 20 mois. Cette guerre atroce qui a laissé une population, en particulier à l'est de ce pays, traumatisée. Maintenant, c'est important de finaliser les étapes prochaines de l'accord qui a été discuté à Kampala. Je me déplace maintenant dans quelques minutes à Goma pour discuter avec le commandant de la force les prochaines étapes, mais aussi discuter avec le gouverneur de Nord Kivu. Comment efficacement restituer l'autorité de l'État dans
la province, en particulièrement dans tous les territoires qui sont libérés maintenant. J'ai aussi averti les autres groupes armés, y inclus le FDLR, de ne pas profiter de cette situation, du vide actuel. La MONUSCO va réagir décisivement et fermement pour protéger la population. Martin Kobler va intervenir depuis Goma à l'Assemblée générale ordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York sur l'état des lieux dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est une victoire à deux volets de la RDC. Elle est militaire et diplomatique sur la rébellion du M23. Elle encense ainsi le pays sur l'échiquier international. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, par le biais de son secrétaire général Abdou Diouf, félicite la RDC. Il a fait savoir au ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda au cours d'un entretien tenu à Paris, en France, en marge de la 29e session de la conférence ministérielle de la francophonie. En marge de la 29e session de la conférence ministérielle de la francophonie, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda Tunga Mulungu, s'est entretenu ce mardi 5 novembre à Paris, en France, avec le secrétaire général de la francophonie, Abdou Diouf, sur plusieurs questions d'actualité et particulièrement sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du Congo. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont passé en revue la situation relative à la paix et à la sécurité dans le pays de l'espace francophone. Ils ont également salué les efforts du gouvernement de la RDC, des organisations régionales, SADC, CIRGL et des Nations Unies dans la quête de la restauration de la paix en RDC. Pour sa part, le secrétaire général de l'OIF a tenu personnellement à féliciter le ministre des Affaires étrangères pour les succès de la diplomatie congolaise ainsi que pour de nombreuses actions menées par la RDC dans le cadre de sa présidence des instances de la francophonie, ainsi que pour l'organisation reçue d'une réunion de concertation ministérielle francophone de haut niveau des ministres des Affaires étrangères et chargés de la francophonie à New York en septembre dernier sous le thème « Les crises et les efforts de consolidation de la paix et de la sécurité dans le pays de l'espace francophone ». En sa qualité de président de la conférence ministérielle de la francophonie, Raymond Tshibanda présidera la 29e session de la CMF qui se tiendra du 7 au 8 novembre à Paris, en France, en présence des 77 États et gouvernements de la francophonie. Après l'ouverture des travaux, les ministres procéderont à l'examen des différents points à l'ordre du jour et se pencheront sur le préparatif du 15e sommet de la francophonie prévu au Sénégal en 2014. La mise en garde de Martin Kobler valait sa peine parce que des inciviques armés ont encore fait parler d'eux au nord de Béni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. 10 cadavres viennent d'être retrouvés depuis les débuts de la semaine à Mandiké. Des détails avec notre correspondant sur place. Découverte en début de cette semaine des 10 corps sans vie à Mandiké, localité située au nord de la cité d'Oua, en territoire de Béni. Cette découverte a été faite lors d'une descente sur terrain d'une équipe conjointe composée de l'administrateur du territoire de Béni, M. Bernard Alice Kalunda, de la MONUSCO et d'autres autorités politico-militaires du territoire de Béni, sans oublier quelques membres de la société civile. Cette descente s'inscrivait dans les cadres de se rendre compte des allégations des populations locales qui se plaignaient de l'institution d'une zone à accès interdit par les groupes rebelles ADF-NALU. La découverte de ces 10 corps en état de putréfaction témoigne de l'existence de cette zone rouge, ont déclaré les membres de cette délégation. Pour sa part, la société civile du territoire de Béni exige une enquête indépendante pour déterminer qui, entre les rebelles ADF-NALU et les militaires FARDC qui sont cavernés dans un cas à moins de 100 mètres du drame, aurait commis ces crimes. Les sources militaires dans la région n'ont pas émis de commentaires quant à cette allégation de la société civile de Béni. Fiston Mamba, merci. Revenons à Martin Kobler pour parler de la protection de l'environnement célébrée aujourd'hui. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies plaide pour cette catégorie car c'est un héritage pour les générations futures. Au-delà de la protection des civils lors des conflits armés, il faudra aussi songer à sa protection de l'environnement en vue d'un développement durable, d'où ces cris d'alarme lancés pour la protection du parc de Virunga.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la protection de l'environnement dans les conflits armés. C'est pour moi très très important, très important. Nous discutons seulement ici aussi vos questions, ce sont sur les groupes armés, sur les atrocités qui sont ici. Ce ne sont pas seulement les gens qui souffrent, c'est aussi l'environnement qui souffre. C'est le parc national de Virunga où on chasse certains éléments. On doit vraiment aussi penser à l'environnement parce que ce pays est riche de jeunesse et c'est l'héritage. C'est l'héritage pour la génération future. C'est pourquoi c'est une commémoration pour garder l'environnement et aussi dans les conflits armés de garder l'environnement parce que c'est l'héritage pour la génération future. On va parler santé avec le taux des vulnérabilités des enfants et des femmes face à certaines maladies qui ne cessent de s'accroître. Cas du paludisme. Votre rédaction vous propose donc un dossier sur l'appréhension, sur les moyens des préventions et des luttes contre cette maladie. C'est un dossier de la rédaction. Le paludisme tue des milliers de personnes chaque année en République démocratique du Congo. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 180 000 personnes meurent chaque année de cette maladie. Le plus vulnérable sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Des enfants qui meurent avant leur 5e anniversaire et des femmes enceintes qui sont victimes d'avortements, des fausses couches et parfois les enfants naissent avec un faible poids. Pour prévenir toutes ces complications, il est recommandé, en plus de bien entretenir son environnement, de dormir chaque nuit sous une moustiquaire imprégnée. Il faut toujours éviter de désabroussailler plutôt les alentours de la maison, éviter de l'eau stagnante. Vous creusez un trou comme ça, vous jetez tous les boîtes de conserve et puis vous utilisez les moustiquaires imprégnés d'insecticides. Chose qui n'est pas facile pour certaines femmes enceintes. J'ai abandonné la moustiquaire à cause de la chaleur dans nos maisons, mais je prends le médicament de la malaria. Selon l'UNICEF, 50% de consultations et d'admissions des enfants à l'hôpital est due au paludisme. Elle est également l'une des causes de l'absentéisme scolaire. Du côté des parents, les points de vue sont plutôt nuancés. D'autres reconnaissent les avantages de la moustiquaire, certains autres n'en accordent aucune importance. Je n'aime pas la moustiquaire, mais quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je préfère dormir sous la moustiquaire pour éviter le moustique, car la malaria tue surtout les enfants. Je protège mes enfants contre la malaria avec la moustiquaire et j'assure la propriété de ma maison. En République démocratique du Congo, plusieurs structures luttent contre le paludisme en donnant des moustiquaires aux zones de santé. Des moustiquaires qui sont distribuées gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an. Hélas, ces moustiquaires sont vendus dans la rue, ce qui est le contraire de la vision des partenaires évoluant dans le secteur de la santé. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. On va en parler encore, femmes, dans un autre chapitre. Une délégation du réseau africain des femmes ministres et parlementaires, section Nord et Sud Kivu, ont échangé ce mercredi avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Elles ne réclament qu'une seule chose, l'effectivité de leur intégration dans les instances de prise de décision. Elles sont déterminées à obtenir l'effectivité de la parité en République démocratique du Congo. Ces femmes regroupées au sein du réseau africain des femmes ministres et parlementaires, section Nord et Sud Kivu, ont pour ce faire été reçues mercredi par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette rencontre, les femmes qui sont venues de ces deux provinces ont fait un état des lieux de la participation des femmes au sein de leurs provinces respectives, mais également dans le cahier des charges qu'ils ont remis au premier vice-président. Elles ont fait des propositions pour que cette mise en œuvre de la parité, de la participation soit effective. Un cahier des charges a donc été remis à Charles Mwando Nsimba. Nous les femmes, nous ne faisons pas seulement ce qui est facile, mais nous essayons aussi de faire ce qui est difficile pour appuyer le président de la République qui fait un lobbying
pour nous et qui insiste sur le fait que la femme doit être représentée à 30% dans les institutions. Cette organisation regroupant les femmes ministres et parlementaires honoraires et en fonction ont eu gain de cause. Charles Mwando Simba ayant promis son soutien et c'est lui de la Chambre basse du Parlement. Tout à fait autre chose au regard de la multiplicité des partenaires que compte la RDC. Le cabinet d'études Target a pris l'initiative de mesurer la perception de la population et de fournir des statistiques détaillées sur ce que pense la population des actions des partenaires de la RDC. L'étude a été dévoilée à la presse mercredi. Perception des pays et des organisations, telle est l'étude que vient de publier le cabinet d'études Target Consulting. Une étude menée dans plusieurs secteurs dont la santé, l'éducation, la démocratie, le droit de l'homme et la bonne gouvernance pour ne citer que ceux-ci. Cette étude a été réalisée dans 7 provinces de la RDC avec comme objectif de mesurer la perception de la population par rapport aux partenaires de la RDC dans les différents secteurs précités. C'est une étude qui a voulu évaluer qu'est-ce que pense la population des pays et des organisations et en matière de justice, de droits de l'homme, appui à la démocratie, genre. Et de façon générale, ce qu'on a constaté, c'est que la grande majorité de la population de la RDC a du mal à s'exprimer sur ces différents pays-là parce qu'ils n'ont aucune idée. Les résultats de cette étude démontrent un pourcentage élevé des personnes ignorantes des actions menées en République démocratique du Congo par certaines organisations. Elle fait tout de même objet de quelques recommandations. Nous sommes un pays post-conflit, le pays s'ouvre, il y a des partenaires qui viennent vers nous. Donc c'est important en ce moment-là de savoir comment est-ce que nous pourrions être un peu plus efficaces. Et nous, dans notre étude, nous avons recommandé justement que nous puissions faire des études avant pour connaître quels sont les besoins de la population, de sorte que les actions de coopération puissent être un peu plus efficaces. Target Consulting veut, à travers ses multiples études, fournir des statistiques sûres et détaillées en République démocratique du Congo. Une autre étude dans ce journal, elle porte sur la démographie. Combien nous sommes aujourd'hui en République démocratique du Congo et combien nous serons en 2030? Pour quels résultats sur le plan de développement? En tout cas, la question a fait l'objet d'une étude qui a été rendue publique hier lors d'un débat à l'Institut français Al de la Gombe, étude financée par le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé. Quand on parle, par exemple, les débats de l'Institut français Al de la Gombe des retours après plusieurs semaines d'absence, Alain Djetta et ses invités ont débattu hier avec les publics présents à l'Institut français sur la démographie en RDC. Combien d'habitants nous sommes aujourd'hui en RDC? Peut-être 70 millions. Combien nous serons en 2030? 100 millions. Défi qui se pose en termes de croissance rapide de la population. Croissance rapide de la population qui génère une structure par âge beaucoup plus jeune. Donc avec une importance massive de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et en même temps, il y a beaucoup d'enfants qui génèrent une demande sociale élevée en termes de santé, en termes d'éducation. À l'issue d'une étude financée par la Banque mondiale via son projet d'appui à la réhabilitation des secteurs de santé PARS, cette étude démontre noir sur blanc comment un pays n'a pas besoin d'un nombre extraordinaire d'habitants pour son développement. C'est maintenant qu'il faut réfléchir sur le nombre, de la manière dont la population s'accroît et trouver des solutions pertinentes pour faire face à cette genre de questions. Les débats de l'Institut français revient avec toute sa pertinence. Les prochains est fixé au 18 novembre. La guerre est passée, c'est l'heure donc pour la RDC de réfléchir sur un programme cohérent, intégrateur dans les processus de son développement. À cet effet, un atelier s'est tenu aujourd'hui au niveau du ministère du Plan en vue, bien entendu, de réfléchir sur la reconstruction des sites qui ont été stigmatisés par la guerre. C'est un reportage de Toutou Kalonji. A inauguré ce mercredi 6 novembre l'atelier sur le processus d'élaboration du programme spécial de reconstruction des territoires occupés par les groupes armés, notamment à l'est de la RDC. Il y a des zones fortement affectées par les conflits armés, particulièrement ceux que vous connaissez, qui ont été du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Est particulièrement. Mais il y a également beaucoup d'autres zones de ces pays qui ont aussi été dans un passé plus ou moins récent affecté par les conflits armés. Voilà pourquoi
notre réflexion ne se limite pas seulement à l'est du pays, mais c'est plutôt une réflexion qui porte sur l'ensemble du territoire national. Il est question en fait de stabiliser le territoire national pour mieux le reconstruire. Cet atelier de réflexion initié par le programme STAREC se clôturera ce jeudi avec objectif de donner au gouvernement de la RDC et aux partenaires du développement un cadre d'orientation pour la mise en œuvre de ces projets. Et puis ce clin d'œil à la presse online, d'abord avec Jeune Afrique, Côte d'Ivoire, 20 ans de prison pour 15 anciens barons de la filière cacao-café. Le verdict du procès entamé à la fin de la crise post-électorale de 2011 a été rendu ce mercredi par le palais de la justice d'Abidjan Plateau. Les principaux responsables de la filière ont été reconnus coupables, même s'ils peuvent encore faire appel du jugement. On retrouve parmi eux des représentants des producteurs réputés proches du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de Henri Konan Bédié, comme Lucien Tapedo et Henri Amouzou, et des membres du Front patriotique ivoirien FPI comme Firma Kwaku, Placide Zungrana et Angelini Kili. Ils étaient poursuivis pour 5 chefs d'accusation: détournement de fonds, abus de confiance, abus des biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de banque ou commerce. Et puis Slate Afrique parle de l'Égypte, le pire pays pour les expatriés. Une étude de la banque HSBC a classé les pays les plus prometteurs pour les expatriés. Dans quel pays faut-il s'expatrier pour vivre une vie de rêve? À la surprise générale, la Chine et la Thaïlande arrivent en tête, suivis des riches petits pays tels que la Suisse, les îles Caïmans, le Bahreïn ou encore Singapour, révèle un rapport de la banque HSBC relayé par Washington Post. À la dernière place, on retrouve un pays africain, l'Égypte. Ces derniers doivent son mauvais classement à l'augmentation considérable de la xénophobie depuis le dernier coup d'État militaire et aux manifestations nationalistes. De la littérature avant de clore ce journal, le go de la toute première fête du livre de Kinshasa a été donné ce mercredi dans la soirée. Une rencontre de 5 jours où écrivains de Kinshasa, de l'intérieur du pays et d'ailleurs vont échanger autour de leurs œuvres. Retour sur l'annonce de cet événement avec Steve Mbouy. Le Congo au cœur du récit. Il en sera question du 6 au 10 novembre prochain à l'occasion de la première fête du livre de Kinshasa. Une initiative qui va réunir plusieurs auteurs congolais vivant à Kinshasa et ailleurs, mais aussi plusieurs autres auteurs étrangers qui vont partager leur expérience avec les passionnés de la littérature. Moi, je sais que je viens essentiellement pour ça, pour animer des ateliers, rencontrer les jeunes qui ont envie de faire de la bande dessinée, donc essayer d'échanger, de faire partager mon savoir-faire et voilà. Puis bon, je suis ravi de revenir. J'avais été très heureux de venir une première fois. J'avais été séduit à la fois par les gens et la ville. Donc voilà, c'est un grand bonheur pour moi de revenir. J'ai lu beaucoup de livres dernièrement et j'ai très envie de faire une histoire qui se passe à l'époque de Léopold II, qui est quand même une période très incroyable, fascinante aussi pour son histoire. Et je suis en train de réfléchir notamment à un scénario qui se passerait à cette époque-ci. Donc justement, d'être ici, pour moi, ça va être une source aussi d'inspiration. Belle initiative qui permettra aux écrivains congolais de s'exprimer. Depuis longtemps, vous le savez, on nous a dénié, n'est-ce pas, la vertu de l'écriture. Nos civilisations négro-africaines, apparemment, n'ont pas écrit selon les historiens qui nous ont appris l'histoire. Mais il s'avère que toutes les civilisations du monde ont écrit, même les civilisations négro-africaines. Cet événement donnera ainsi la chance aux jeunes bédéistes de pouvoir se mesurer à travers un concours. Les éditions Elondia que je dirige vont éditer le gagnant du concours. Donc, c'est-à-dire, les participants ont déposé 4 planches de bande dessinée. Donc, ces planches ont pour thème le Congo. Ils parlent du Congo sur 4 planches. Et il y a un jury qui va se réunir et choisir la meilleure des planches. Rencontre littéraire du transgenre, cette activité se déroulera dans 7 sites retenus à Kinshasa. Expositions, lectures publiques et conférences débats seront au rendez-vous du livre. Bonne évasion à tous les amoureux de la lecture et c'est la fin de ce journal. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde.